L'UFC a du sang sur les mains, messieurs. Pour la première fois depuis 2013, l'organisation sera de retour dans l'Oregon. Chiao. Et donc, nous aurons en main event Song Yadong contre Henry Cejudo. Une manœuvre habile, classique de la part de l'organisation numéro 1 mondiale de MMA, de faire monter ses prospects. Un prospect qui a déjà eu plusieurs occasions de monter, mais qui malheureusement s'est heurté à Petr Yan notamment. Et qui affronte la Triple C, ancien double champion à l'UFC, triple parce qu'il a été également médaillé olympique, champion olympique en lutte. Donc on va voir tout ça ensemble. On va aussi vous parler du potentiel main event de l'UFC Londres entre Jack Della Maddalena et Monsieur Leon Edwards, match-up que j'apprécie beaucoup plus. C'est parti, générique. Avec Winamax, son premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, reçoit 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code LASSUEUR10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouer de manière responsable. Song Yadong contre Henry Cejudo. Ça me saoule parce que si ça avait été Prime Cejudo, j'aurais été beaucoup plus intrigué, intéressé. Là, j'ai très peur et c'est toujours, tu vois, des situations qui m'agacent un peu à la manière de Rob Font contre Dominic Cruz. Tu fais ce combat-là 5 ans plus tôt, je pense que Dominic roule sur Rob Font. Là, je pense que ça va être plus compliqué aussi. Ouais, je sais pas trop effectivement quoi en penser parce que d'un autre côté, Henry Cejudo, même s'il est sur 2 défaites d'affilée, ça reste quand même contre des énormes noms de la catégorie et je peux pas empêcher de me dire, donc contre Dvalishvili et Aljamain Sterling, 2 anciens champions, et je peux pas empêcher de me dire que il reste probablement au plus haut niveau et que j'imagine s'il revient, c'est qu'il s'en sent la capacité et que je vois mal un mec comme Henry Cejudo revenir uniquement pour faire un petit combat comme ça. Donc c'est-à-dire que s'il revient, c'est que j'imagine qu'il se dit il y a un moyen que si je bats Song Yadong, en 2 combats, je revienne dans le tableau pour le titre et que je fasse quelque chose. Donc j'ai d'un autre côté quand même un petit espoir que Henry Cejudo ne vienne pas que pour, entre guillemets, le chèque et qu'il vienne vraiment pour être compétitif. Et dans ces cas-là, ça peut faire un super combat contre Song Yadong. C'est juste que perso, je suis absolument pas hypé. C'est comme tu l'as dit en fait, comme Henry Cejudo, il fait que d'aller et venir. Et que ces dernières années, depuis 2020, il a combattu 3 fois, il a fait une grosse ellipse entre 2020 et 2023, il combat 1 fois par an depuis, alors c'est normal, il y a son âge aussi qui joue, mais ce qui fait que je manque complètement de motivation avec Henry Cejudo, c'est simplement que c'est un peu en mode John Jones, mais il n'y a pas l'attrait de John Jones, donc tu sais qu'il sera là 1 fois par an quand on est chanceux. Il sera peut-être au très bon niveau, mais du coup, c'est pas quelqu'un que tu as envie de forcément suivre vraiment. Du coup, s'il revient dans le tableau pour le titre et dans la course au titre et tout ça, c'est pas que je m'en fous parce que ça fera des beaux combats, mais c'est pas comme si on pouvait vraiment s'engager émotionnellement avec lui dans quoi que ce soit, quoi. Et puis côté Song Yadong, moi c'est vraiment l'UFC, c'est compliqué, je trouve, ces combattants-là, tu vois, qui ont eu plusieurs fois l'occasion de passer ce step. Et bon, malheureusement pour lui, il a perdu 1 fois contre Corey Sandhagen. Donc quand je dis il a 8 défaites au total, mais dans son histoire moderne, on va dire, il a perdu 1 fois contre Corey Sandhagen, 1 fois contre Petr Yan. Et c'est vrai que là, Cejudo dans un style complètement différent. Et tu fais bien de le dire, c'est vrai que Cejudo, oui, là, il a 2 défaites, mais j'avais tendance à l'oublier parce que t'as quand même eu cette longue pause qui fait que, ou pendant 3 ans, on ne l'a pas vu, contre Merab et contre Aljamain Sterling par décision à chaque fois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient perdre de cette manière aussi. Et c'est vrai que là, c'est une opposition de style résolument différente pour Song Yadong. Mais, ça... En fait, j'ai du mal à me dire ce que ça fait pour la catégorie concrètement, parce que si Cejudo s'impose et fait du Cejudo et fait parler sa lutte, ce qu'on ne voit plus trop du côté d'Henry Cejudo, mais moi je lui conseillerais de revenir un peu au basique contre Song Yadong. Je sais pas ce que ça fait. Pardon, vas-y, dis-moi. C'est marrant de dire je lui conseillerais de. Oui, non, mais non. Cejudo, quoi. On sait pas, on sait qui. Mais qui nous écoute, c'est vrai, c'est. Peut-être qui nous écoute. Ouais. Mais qui nous engage même.
Complètement. De revenir au basique contre Song Yadong, mais je sais pas ce que ça fait s'il s'impose. Et du côté de Song Yadong, s'il gagne contre Henri Cerudo, je sais pas ce que ça fait non plus, parce que ce que les gens diront pas, bon bah t'as affronté un mec qui était quand même vieillissant, 37 piges, et puis qui avait pris une pause de 3 ans et qui est aujourd'hui loin de son prime. Donc bon, c'est un peu compliqué. On sait que c'est un fight night, donc forcément l'UFC va pas sortir l'artillerie ultra lourde pour ce genre d'événement, même s'il y a du public qui va être présent. En tout cas, je suis curieux de voir l'opposition de style et j'espère que c'est un combat. On aura un Cerudo qui reviendra à la lutte et qu'au moins si Song Yadong arrive à s'imposer ou qu'il y a une victoire de Cerudo, qu'on puisse se dire bon bah voilà, on a un Cerudo qui maintenant est revenu aux bases et ça peut enclencher quelque chose d'intéressant, je trouve, pour la suite pour lui, parce que c'est vrai que c'est ce qui se passe assez souvent. Vous pouvez regarder Daniel Cormier sur la fin de sa carrière, bah quand le temps passe et qu'il y a de plus en plus de blessures, bah ils ont tendance à un peu abandonner leur lutte. Ouais, bah oui, c'est parce que c'est comme disait Daniel Cormier, c'est beaucoup plus taxant énergétiquement et ça te rend plus prompt aux blessures parce que pour faire de la lutte pendant le combat, il faut l'avoir travaillé à l'entraînement pendant tout le camp d'entraînement et ça use énormément. Et c'est pour ça que Daniel Cormier disait, bah oui, c'est vrai que plus la... Et Fedor, c'était un peu pareil. Au début de sa carrière, c'était beaucoup de grappling, et vers la fin de la carrière, il a beaucoup plus utilisé son striking, et bah c'est tout simplement parce que se jeter sur ses genoux pour faire des magnifiques... Bon, après, ils en font pas vraiment comme ça en MMA en réalité. C'est des trucs comme tu vois à l'entraînement où ils mettent un genou à terre pour faire des super entrées de lutte, mais juste ne serait-ce que plonger dans les jambes de quelqu'un et faire ça de manière dynamique et explosive, c'est beaucoup plus taxant énergétiquement et ça met beaucoup plus de stress sur tes genoux et sur tout ça que si tu restes debout tout simplement. Et c'est pour ça que voilà, Cormier l'utilisait beaucoup moins, même s'il avait du succès, notamment dans les combats contre Miocic après à la fin. Et c'est pour ça. Puis pour Song Yadong Cerudo, ça a déjà existé, c'est pas forcément très grave parce que ce sera un combat qui sera divertissant. Ça, par contre, on peut le dire quand même, c'est deux mecs qui sont connus pour faire des combats qui sont très excitants. Mais voilà, c'est deux gars qui sont sur des défaites chacun et dont on a vu leurs limites face aux gens du plus haut niveau, comme tu l'as souligné. Donc enfin, ouais, la hype n'est pas trop là. Ça va être un beau combat, un beau truc, mais qu'on regardera tranquillement le lendemain matin, quoi. Bah, puis surtout que Song Yadong se fait régulièrement amener au sol aussi, et c'est là que moi ça me fait un peu flipper pour lui, hein. C'est qu'on peut très vite être dans un combat, un peu dans ce qui s'était passé contre, toute proportion gardée évidemment, Umar Nurmagomedov contre Cody Sandhagen, ou malgré tout ce que peut apporter Cory Sandhagen, bah si on a Henri Cerudo qui décide qu'il peut toujours le faire, à savoir le plan A, le plan lutteur, qu'on se dit ah putain oui c'est vrai qu'en fait il n'y a pas vraiment match quand il décide de faire ça et de pas s'exprimer et de laisser un peu son adversaire avoir le champ libre, parce que c'est vrai que pour Cerudo là il joue quand même gros, parce que 3 défaites consécutives à cet âge là, ça deviendrait un petit peu compliqué pour lui aussi. C'est clair, c'est clair. D'où le fait qu'on est un peu entre deux eaux, quoi. Effectivement. Entre deux eaux, comme Dominique Cruz contre Rob Font. Là aussi, je pense que l'UFC, ils se sont dit, il faut des noms un peu. T'as 2 anciennes gloires, à savoir Dominique Cruz et Henri Cerudo qui seront présents. Pour Rob Font, voilà, c'est même pire que Song Yadong, parce que lui, il a vraiment eu beaucoup d'occasions de passer ses steps, et chaque fois, il s'est pris des énormes stops. Et puis Dominique Cruz, là, ça fait un petit moment qu'on est en mode, on racle les fonds de tiroir. Pour moi, vraiment, le moment où je suis pas descendu du train, mais je me suis dit, ça y est, hein, le déclin est plus qu'enclenché, c'est quand il s'est fait mettre KO par Marlon Vera, où vraiment, je pense que c'est... Enfin, Prime Dominique Cruz contre Marlon Vera, il y a même pas match en fait, tout simplement. Et après, il se débrouillait bien, hein, mais il y a KO, quoi. Ben voilà, il y a KO, et voilà, j'arrêterai les frais parce que Dominique Cruz c'est quand même un gars, il y a quelques années de ça, c'était lui le GOAT chez les bantamweight, et voilà, il est commentateur aujourd'hui. Enfin, faut savoir aussi quand raccrocher, et là continuer de se battre avec des gars qui sont plus jeunes, dans leurs meilleures années, ou en tout cas qui n'en sont pas loin. Et ce truc là, c'est pas un combat il bat Rob Font, il n'a pas le titre ensuite. Qu'il y a quelqu'un aussi comme Dominique Cruz qui a toujours autant de blessures, c'est ouais, non, je comprends qu'ils se disent j'ai toujours envie d'être en compétition avec le plus haut niveau, mais t'as quand même beaucoup de risques. Ouais, après Rob Font a 37 piges aussi, hein, donc ça fait un combat un peu, effectivement, un combat entre vétérans où ils se mettent bien, mais c'est vrai que donc, on peut pas s'empêcher de se dire, pour quelqu'un qui a un tel palmarès comme Dominique Cruz,
c'est vrai, c'est pas que c'est presque dommage, mais ce serait presque ternir que de risquer de prendre une défaite et contre quelqu'un qui est quand même un peu moins clinquant que Marlon Vera. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a changé pour le titre, etc. Rob Font, c'est un mec qui est quand même encore moins connu des fans. Et du coup, c'est un peu dommage. Mais je pense que c'est une de ces occurrences où ça lui manque trop, quoi, tout simplement, comme Carlos Condit à l'époque, comme Matt Brown il y a quelques temps aussi. Ces vétérans à qui ça manque trop, quoi. Comme nous tous. Puis on va terminer, Ouais. Rust, avec le potentiel main event de l'UFC Londres. Ouais, juste, est-ce que sur la carte, quand même, on peut simplement le dire Simplement, il y a Jean disons-le simplement. Il y a Jean Silva qui recombat. Oui, Donc, oui, j'ai vu Jean Silva qui lui met un petit bourbier. Ça fait partie de ces gars. Jean Silva, je pense que l'UFC n'a pas envie de le faire monter. What? Pourquoi? Bah, moi, Jean Silva, j'aurais mis un mec. Là, ça y est, là, je commencerai à sortir les vrais noms pour Jean Silva, en fait. Pour moi, ils lui font, ils lui garnissent le highlight pour moi. Quand même, hein. Moi, Jean Silva, je trouve qu'il a un peu le traitement. Genre, par exemple, William Gomis, j'aurais mis un mec moins bourbier après sa victoire de l'UFC Paris, tu vois. Je pense que là, il a atteint le stade où il faut commencer à se dire, on va mettre des gars qui commencent à descendre et où, j'ai pas de nom. Bah, allez, je vais essayer de te trouver. Je vais essayer de te trouver des blasts que j'aurais potentiellement mis pour notre gars sur Jean Silva. Mais là, j'aurais commencé, tu vois, à lui mettre des gars qui sont des noms de l'UFC, mais et en plus qui vont garder le highlight. Ouais, j'ai pas d'exemple là-dedans. Enfin, tu vois, typiquement quand on parlait avec Manu, avec les mecs qui vont, tu vois, Oumar qui affronte Alonso Menifield. Un nom, plus un mec qui est classé, bon bah parfait. Là, parce que pour moi, comme Jean Silva, il vient quand même de taper Drew Dober et Charles Jourdain, qui sont des noms. Effectivement, ça fait bizarre qu'ils prennent un mec que personne ne connaît. Ça, je suis d'accord. Je me dis, il y a peut-être des tractations derrière les rideaux qu'on n'a pas en mode personne ne veut affronter Jean Silva, ou alors il voulait absolument combattre à ce moment-là, mais il y avait personne. Parce que ça me semble bizarre qu'ils passent de trucs aussi spectaculaires contre deux noms de l'UFC, même s'ils sont, je crois pas qu'ils soient classés, Drew Dober et Charles Jourdain. Ça me paraît bizarre qu'ils passent de ça à un mec complètement inconnu il est visiblement, mais vraiment pour vous dire, hein, le fameux du coup Melsik Baghdasaryan, je ne le connaissais pas. Il est à 10 combats, 8 victoires, 2 défaites. Sur ces 8 victoires, 5 KO. Donc, ils espèrent que ce sera probablement une énorme fusillade dont ressortira vainqueur Jean Silva. Parce que je vois pas comment est-ce qu'il pourrait vouloir mettre en avant Melsik Baghdasaryan. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui est le A-side, donc le mec qu'ils veulent faire monter. Entre les deux, ça ne peut être que Jean Silva. Du coup, je me dis, bon, par déduction, il est là pour le highlight, le fameux Melsik, quoi. Tu vois, parce qu'il est également sur la carte, mais un petit, ou peut-être parce qu'ils sont tous les deux brésiliens. Tu vois, Jean Silva et Edson Barboza, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé Giga Chikadze contre Jean Silva aussi, tu vois. Mais après, il est en lightweight, Jean Silva, c'est ça? C'est en featherweight, là. Oh là là, je suis un dingue, moi. Ouais, il est en featherweight, ouais. Et c'est suite à cette défaite que Charles Jourdain est descendu en bantamweight. D'accord. Ah d'accord, c'est parce qu'il a combattu Drew Dober en lightweight. Drew Dober pour moi. Ah, parce que c'était en short notice. Oui, c'est bon, ça me revient. La notice est petite. Donc voilà, messieurs, donc c'est pour ça, en gros, moi, c'est pour ça, tu vois, que je me dis, c'est un peu, parce que chaque combat est un risque. Là, il affronte quand même un gars il devrait le battre, mais un mec qui est quand même un peu dur. Donc c'est pour ça, tu vois, je m'attendais à ce qu'il le fasse un peu plus monter, mais comme tu le dis, il y a peut-être des tractations qui sont passées d'une manière ou d'une autre, qui font qu'il lui mette cet adversaire. Et donc les gars, potentiel main event pour l'UFC Londres. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ça en titre de podcast et qu'on n'a pas commencé ça? Parce que ce n'est pas officiel. Pour l'instant, il y a ni Ariel Helwani, ni MMA Junkie, MMA Fighting, enfin bref, les gros médias ou ESPN qui se sont mis dessus, mais ça a été relayé par des gros médias dont Full Violence. Donc ce serait un Jack Della Maddalena contre Leon Edwards. Ça ne me surprend pas que l'UFC offre Leon Edwards à Jack Della Maddalena, parce qu'on se souvient qu'il devait normalement être présent à l'UFC Sydney. UFC Sydney, d'ailleurs, il faut qu'on regarde la carte là, parce que ça a peut-être été un peu dégueulasse, contre Kamaru Usman. Kamaru Usman n'a pas accepté, et donc là finalement
il lui file Leon Edwards. Moi je trouve que c'est un super combat entre les deux, combat qui promet à mon sens d'être spectaculaire, quelqu'un qui va rentrer un peu dans l'art de Leon Edwards, qui pourrait offrir de beaux échanges en striking, mais en même temps difficile pour Leon Edwards, qui a toujours été un mec, on va dire c'est pas le gars le plus vendeur de l'UFC, et là en vrai les deux ont l'occasion vraiment pas de se relancer, parce que Jack Della Maddalena est sur une impressionnante série de victoires, mais après sa blessure suite au combat contre Gilbert Burns, et d'enclencher un mode à la conquête de la ceinture, et puis Leon Edwards de faire oublier ça. En vrai son presque non-combat, j'ai envie de dire, contre Belal Muhammad, 7 à 5 certes à 5h du matin. Ben, c'est clair. Là, c'est vraiment un combat qui régale les fans. Mais les fans, je pense, parce que je suis de la première heure, je suis derrière Jack Della Maddalena. J'adore son style. C'est de la friandise pour les yeux, son style, mais de partout. Hein. C'est pas que striking, alors que c'est là où il brille le plus. Mais il y a qu'à voir son coup de genou au ralenti, tellement il l'avait capté contre Gilbert Burns pour se dire, ah oui, d'accord, il est dans une autre sphère. Mais il n'est pas quand même connu du grand public, Jack Della Maddalena, parce qu'il parle pas beaucoup, parce que même s'il est... C'est un peu comme Robbie Lawler. Alors Robbie Lawler, sur la fin, il était connu du grand public parce qu'il était champion, parce qu'il faisait des guerres et parce qu'il est monstrueux, et donc ça prend plus de temps. Mais pour moi, Jack Della Maddalena, c'est un peu pareil. Il fait des stare-down, il est stylé, dans la cage, c'est absolument magnifique et c'est un finisseur. Mais comme il ne parle pas du tout et qu'il n'est pas... il n'a pas une personnalité qui est la plus divertissante hors de la cage, lui plus Leon Edwards, qui n'est plus champion, si c'est le main event, et ce sera probablement le main event de l'UFC Londres, ce ne sera pas quelque chose, je pense, qui fera vibrer les foules en termes de les gens vont se hyper de fou. Parce que ce sera vraiment quelque chose qui est purement une gourmandise, mais technique, et pour les amoureux du sport, plus qu'autre chose. Mais à la manière de l'UFC Londres ou là l'UFC Sydney, c'est que l'UFC banque sur, ou comme quand on avait Cyril Gane contre Sergei Spivak, c'est les gens vont voir leur héros local, et donc forcément ça suffit à vendre des places. Ouais, puis de toute façon, c'est l'UFC qui vient dans un endroit où ils ne viennent pas souvent. Il y a qu'à voir comme ça se passe en France. Après, en France, ils mettent des noms quand même, mais ça vend quoi qu'il arrive. En vrai, ils mettent des noms quand même. Honnêtement, pour moi, si mondialement, hein, Leon Edwards contre Jack Della Maddalena, c'est au-dessus d'un BSD contre Renato Moicano. Ah oui, je suis d'accord. Ah oui, oui. Ouais. Et oui, et donc le co-main event, finalement, qui est quand même intéressant, mais c'est vrai que c'est pareil, là, je pense que c'est juste les gens qui suivent tous les combats qui vont regarder ça. Pour l'UFC 312, donc à Sydney, c'est Weili Zhang contre Tatiana Suarez. Enfin, Tatiana Suarez a le title shot. Bon, ça va être intéressant, on dit pas que les gens vont faire du planche pour ça, mais vraiment intéressant, et le reste de la carte, c'est affolant de pauvreté. Et puis j'oubliais quand même pour l'UFC London, là aussi c'est toujours pas annoncé officiellement, mais c'est vrai que normalement, il devrait y avoir Paddy Pimblett contre un très gros nom. Aux dernières nouvelles, ça devait être probablement Michael Chandler, ce qui serait quand même assez énorme, mais c'est vrai qu'on serait quand même sur un combo main-co-main pour un Fight Night assez lourd de la part de l'UFC. Hein. Et c'est vrai que je te rejoignais, hein, Jack Della Maddalena contre Leon Edwards. Bon, voilà, c'est les fans hardcore qui vont se réveiller, mais on est encore dans une situation là pour que le mec obtienne son title shot. Voilà, on ne va pas lui offrir, parce que Leon Edwards, qui est bien réveillé, il faut se le farcir. Ouais, d'autant plus que comme ce sera un UFC Fight Night, il n'y aura pas de nécessité de mettre la carte à 5h du matin, puisque pour faire plaisir au pay-per-view, enfin pas du tout faire plaisir, pour les pay-per-view, pour le business, vu que c'est un Fight Night, probablement que ce sera à des heures qui vont nous régaler en France, et donc régaler les Anglais, puisque ce sera à des heures de grande écoute, donc probablement que le main event sera aux alentours de minuit, un truc comme ça. Et donc, voilà, ce Leon Edwards là, c'est comme le Cain Velasquez à altitude zéro, c'est comme le Donald Cerrone père de famille, c'est comme le Fedor qui a son pull de la victoire là, strié multicolore. Il y a des créatures mythiques, faut quand même se les farcir. J'ai l'impression que Leon Edwards est rentré un peu dans cette catégorie là. Ouais. Et est-ce que ça te... Enfin, pour Jack Della... Donc, c'est un gros test, Leon Edwards, mais est-ce que t'as pas peur, mais tu vois, cette inquiétude que j'ai avec lui, c'est que ça fait un petit moment quand même qu'ils lui ont pas mis un gars qui peut vraiment le mettre, parce qu'on sait qu'il a une boxe excellente, mais un mec en termes de grappling qui peut vraiment le mettre dans la sauce, tu vois.
Que le grappling de Leon Edwards peut mettre dans la sauce non, Jack. non, que Jack Della Maddalena, ils lui mettent pas un mec comme ça avant le title shot, parce que c'est ce qui me fait un peu peur, c'est que tu vois, aujourd'hui dans cette catégorie welterweight, on est un peu dans ce côté, il y a un renouveau, mais c'est surtout beaucoup de gars qui brillent en striking, mais au sommet, que ce soit Belal Muhammad, que ce soit Shavkat Rakhmonov, bon bah à un moment, va quand même falloir parler avec eux dans ce domaine-là, tu vois. Après, c'est pour ça qu'il lui avait mis Gilbert Burns, et c'est là qu'a essayé d'aller Gilbert Burns. Hein. Ouais, mais qui est quand même un peu, je vais pas dire sur la fin, mais... Qui banquait un peu plus sur son striking que son grappling, et du coup peut-être qu'il avait perdu un peu. Bah t'as ça. Ça, et puis une certaine, pas érosion du côté de Gilbert Burns, mais c'est vrai que aujourd'hui je ne le vois plus comme un champion en puissance comme ça pouvait l'être il y a quelques années. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Où tu te dis qu'il a passé quand même l'étape Gilbert Burns et... Ouais, pour moi quand même ça veut dire quelque chose. D'autant plus que, alors tu me dis, parce que sinon c'est peut-être moi qui oublie, mais il a vraiment essayé de le mettre dedans dans le grappling. Hein, si ouais, et 7 sur 11 au takedown, Gilbert Burns, c'est 5 minutes de contrôle au total sur Jack Della Maddalena. Ouais. Et pour moi, il faut garder à l'esprit que donc, je crois que c'est au début du combat qu'il s'est pété la main, Jack. Oui. Donc il y a ça quand même aussi qui a joué. Bon, quand vous avez une main pétée, aller faire des crevettes ou aller faire des machins, je pense que c'est compliqué quand même. Bon, la crevette, pas forcément le truc qui requiert le plus, mais n'importe quel mouvement, quand vous avez un mec sur vous où il faut bouger son centre de gravité, son poids, quand tu sens qu'à chaque mouvement, ta main, elle fait le bibelot, pas le bibelot, merde, le bilboquet, c'est chaud. Donc, à voir, mais pour moi, il y a ça. Qui est-ce qu'il aurait pu y avoir d'autres dans le top 15 qu'aurait pu affronter Jack pour tester tout ça? Je suis devant. Les poids mi-moyens, bien sûr, il y aurait eu Shavkat Rakhmonov, mais bon, voilà, il pouvait pas se faire affronter les... Ouais, Kamaru Usman, c'est vrai que ça aurait pu être quelque chose, mais après, est-ce que Kamaru Usman aurait été en lutte et en grappling? Je suis même pas sûr. Ouais, il aurait peut-être mixé, je pense, Kamaru Usman, ouais, ou même un gars comme Sean Brady, parce que c'est vrai que là aujourd'hui, que ce soit, il y a un gars qui l'avait affronté il y a quelques combats où il s'était imposé par split decision, Jack Della Maddalena, où justement il s'était fait amener au sol. Ouais, mais c'était un mec random, je crois. Oui, c'est ça, exactement, où il s'était fait amener au sol aussi et contrôler. Plus là, le combat contre Burns, c'est vrai que le combat était quand même, malgré il y a la blessure qui est évidemment à prendre en compte, mais jusqu'au KO superbement timé le genou que met Jack Della Maddalena, c'était quand même un peu chaud, c'était très disputé comme combat, et donc c'est pour ça, tu vois, que je me dis, j'aurais bien aimé encore le voir face à un mec qui peut le tester dans ce domaine-là, avant qu'on se dise, ce qui se passe toujours en lightweight, c'est Justin Gaethje, n'importe quel mec, ils vont le faire, et vous voyez le truc, vous dites, pourquoi est-ce qu'on a été aussi con de penser que c'était possible? C'est juste ça. Mais c'est vrai que là, on va pas bouder notre plaisir. C'est quand même un régal pour les fans, ce qui va se passer contre Leon Edwards. Surtout, effectivement, tu fais bien de le dire, surtout quand le champion c'est Belal, quoi. C'est clair. Mais après, c'est ça qui... Parce que c'est pas que on pense qu'il est pas bon, Jack Della Maddalena, parce que d'autant plus que apparemment il est vraiment sous-coté même au sol. Et malgré le fait qu'on a dit qu'il s'était fait mettre au sol par un mec qui était un peu un no-name, etc., et qu'il a été contrôlé par Gilbert Burns, il s'entraîne avec Craig Jones. Alors c'est pas grave, s'entraîner avec quelqu'un qui est bon au sol, ça veut pas dire que vous êtes bon au sol du tout. Mais bon, pour ce que ça vaut, effectivement, les gens qui regardent le grappling et s'y connaissent, grosso modo, quand ils voient les combats, et je me réfère à Craig Jones lui-même, mais même, c'était qui, putain, je crois que c'était Lex Friedman qui avait dit qu'en vrai, il était sous-coté de malade au sol, Jack Della Maddalena. Et c'est simplement que j'attends la confirmation aussi, c'est juste ça, j'attends la confirmation que, ah oui, il ne craint pas. Oui, il peut être mis au sol, mais il peut se relever sans trop de problèmes quand il n'a pas la main pétée, quand il est frais. Lui-même, il peut soumettre quand il veut des mecs ou les mettre en difficulté qui sont au gradé, etc. Donc c'est plus juste une volonté de juste confirme-le nous, plutôt que le mec est pas bon, ça va être chaud, quoi. J'ai capté la captance. Bon les gars, voilà, c'était un petit podcast sur les combats à venir, confirmés ou rumorifiés. On va voir tout ça ensemble pour la suite. À chaque fois, ciao. Sweet Pea les gars, Sweet Protein fera un complément alimentaire
vous savez. Code la sueur pour moins 30% minimum de chez minimum sur tout My Sweet Pea. Et puis holy moly, hola ciao boy. Révolution dans les boissons énergisantes et glacées, boissons de réhydratation. C'est soit justement en sachet individuel ou en gros pot. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10 10%, on se retrouve très vite. Bye.